dans le New England Journal of Medicine, qui est un grand journal de recherche clinique, parce qu'il y avait eu ce débat au départ. On sait que c'est un facteur de risque, l'hypertension, pour arriver en réanimation avec des formes graves. On se posait la question de certains traitements antihypertenseurs, s'ils pouvaient participer, on va dire, à cette gravité, en particulier parce que certains médicaments antihypertenseurs, qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, sont des médicaments qui peuvent aller interagir avec justement les récepteurs ACE2 dont on parlait, qui font entrer le virus dans la cellule. Et en fait, il s'avère quand même qu'il semble qu'il y ait assez peu d'effets de ces médicaments, en tout cas pas d'effets négatifs, et les recommandations des sociétés de cardiologie et d'hypertension conseillent de poursuivre ces médicaments et de surtout pas les arrêter sous prétexte qu'on est en situation de pandémie, en tout cas. Autre question? A-t-on créé des anticorps si on a été asymptomatique? Qui peut répondre, professeur Fontanet? Oui, on a maintenant, alors, quand on fait des enquêtes qu'on appelle sérologiques, c'est-à-dire que on va à distance faire une prise de sang, dépister les anticorps dans une population, notamment dans une région qui a pu être touchée, c'est ce que nous avons fait à Crépy-en-Valois. On a retrouvé des personnes qui avaient des anticorps et qui nous ont bien raconté qu'effectivement, pendant la période où le virus circulait, ils ont eu un tableau clinique très typique. Le signe le plus évocateur, qu'on retrouve chez à peu près 30% des patients, c'est la perte du goût et de l'odorat. Et ça, vraiment, quand le virus a circulé, les gens qui ont perdu le goût et l'odorat, on est sûr à 90% qu'ils ont été infectés. Mais on a aussi trouvé, dans notre étude, 17% des gens qui avaient des anticorps, et on a vérifié avec plein de mesures différentes, ils ont des anticorps, et qui n'avaient présenté aucun symptôme depuis la mi-janvier. Donc voilà, peut-être qu'ils ont fait des symptômes mineurs qu'ils avaient oubliés au moment de l'enquête, mais on sait. Alors on estime que c'est à peu près 20% des personnes infectées, ça peut peut-être être un peu plus. On n'a pas encore de chiffres précis là-dessus, peut-être entre 20 et 40%, mais donc il y a une proportion non négligeable de personnes qui sont infectées et ne font aucun symptôme. Martine Duclos, puisque vous êtes spécialisée dans la lutte contre la sédentarité et dans l'activité physique, comment cette activité physique, elle intervient par rapport au système immunitaire? On dit toujours que l'activité physique est un... Alors, il y en a d'autres, on va en reparler tout à l'heure, bien évidemment, avec vous notamment, mais à travers des conseils concrets, pratiques. Scientifiquement, on sait que l'activité physique joue sur l'efficacité de notre système immunitaire et donc nous défend mieux. Oui, l'activité physique booste l'immunité. En fait, on peut dire que ça agit de deux façons. Quand on fait un exercice, quand on n'est pas entraîné, vous allez courir, marcher 30-45 minutes quand vous faites les recommandations, c'est-à-dire 30 minutes d'activité physique. Un exercice aigu, en fait, va avoir un effet sur l'immunité, c'est-à-dire que vos cellules de l'immunité, elles vont être mobilisées. Les globules blancs. Voilà, les globules blancs vont être mobilisés. C'est-à-dire au lieu d'être dans la paroi des vaisseaux et dans votre moelle et dans votre rate, eh bien, elles vont être passées dans les circulations sanguines et en fait vont jouer un rôle de sentinelle. Donc, en fait, au lieu d'être, si on veut caricaturer, au lieu d'être derrière leur bureau, elles vont passer se balader et voir ce qui se passe un peu dans la circulation et dans vos tissus. Non seulement elles vont avoir les forces de l'ordre qui vérifient un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe dans les voilà, si tout le monde porte son masque, par exemple. Ouais. Et non seulement elles vont avoir ça, mais en plus elles vont avoir des fonctions qui sont augmentées, des fonctions de phagocytose. Donc dès qu'il y a un agent pathogène, elles vont avoir un rôle de digestion qui est augmenté. Donc ça, c'est l'effet aigu et c'est pendant l'exercice, dans les heures qui suivent l'exercice. Donc si vous faites cet exercice suivant les recommandations, donc tous les jours, eh bien tous les jours, vous avez cet effet sur l'immunité. Donc ça, c'est l'effet de l'exercice aigu en phase d'exercice et en phase de récupération. Pardon, est-ce qu'on a chiffré ça par rapport entre deux personnes? Une personne qui est complètement sédentaire, une personne qui va faire ses 30 minutes par jour, c'est quoi en pourcentage d'efficacité de son système immunitaire? On sait, si la personne, on va être même très concret, il y a une personne qui est sédentaire, qui ne fait pas de sport, et puis une autre qui en fait, et qui reçoivent tous les deux le virus. Ah, ça, non, on peut pas. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Par exemple, on ne les a pas testés au Covid. Donc, non, mais bon, on peut non, mais par exemple, on sait par exemple que quand on fait des tests d'immunisation, quand on les vaccine, par exemple contre la grippe, contre le BCG ou par exemple le pneumocoque, on sait que la réponse vaccinale est bien meilleure chez des sujets entraînés que chez des sujets non entraînés. Ça, c'est bien démontré. C'est-à-dire le fait d'être régulièrement, de faire régulièrement de l'activité physique augmente la réponse à la vaccination. Ça, c'est des choses qui sont bien démontrées. On sait aussi que quand les gens sont entraînés, on parlait tout à l'heure du vieillissement de l'immunité. Avec l'âge, notre réponse immunitaire diminue. On a une courbe d'ailleurs. Eh bien, on sait que les sujets entraînés
ont une diminution du vieillissement immunitaire. C'est-à-dire qu'ils ont un meilleur vieillissement de l'immunité. C'est-à-dire qu'ils vieillissent moins vite au niveau de l'immunité. Donc tous ces éléments, et puis il y a un autre élément, c'est qu'en fait, quand on fait de l'activité physique, on diminue aussi le risque d'avoir des comorbidités, donc moins de risque d'avoir une hypertension, une maladie cardiovasculaire, un diabète, une obésité, qui elle-même diminue les réponses Regardez, immunitaires. là, on a cette courbe-là qui montre que le risque, donc on a le risque d'infection virale en fonction de l'activité physique. Vous voyez que chez les sédentaires, c'est, disons, moyen. Voilà. Dès que vous avez une activité modérée, ça baisse, c'est inférieur à la moyenne. Vous avez moins de risques que les autres d'attraper une maladie infectieuse. Et ça remonte avec une activité plus intense. Alors là, c'est l'inverse. Alors là, ça commence à être extrêmement discuté parce que l'activité intense, c'est vraiment des activités extrêmement longues, extrêmement prolongées. Et on rajoute des cofacteurs. Ouais. Non, même pas. Enfin, ça peut être les triathlètes, mais en plus, on rajoute des facteurs nutritionnels, des facteurs de stress, des facteurs souvent de jet lag quand ils font des compétitions. Quand ils sont en plus quand il y a des compétitions, ça veut dire qu'ils sont mélangés dans des foules, donc il y a en plus un risque plus important d'infection. Bon, donc on met de côté ces sportifs-là et pour les autres et tout. Et il y a cette deuxième courbe qui est intéressante, qui confirme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que notre système immunitaire vieillit moins vite. Il vieillit, bien évidemment, absolument, mais il vieillit moins vite chez les gens qui font un exercice régulier que chez les autres. Vous voyez en vert que finalement la réponse immunitaire reste très élevée, hein, c'est ce qu'il y a sur la gauche, exactement, alors que ça baisse. Donc on a intérêt à faire de l'activité physique et on va vous retrouver tout à l'heure pour qu'on en parle concrètement. On va vous retrouver un petit peu plus tard pour voir ce que vous nous conseillez. On va faire un petit nettoyage, là aussi, hop, le jeu de chaise musicale.